Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. 6e épisode des Invisibles. Je reçois aujourd'hui le cauchemar des enfants. Mais pas que, celui qu'on redoute tous un peu à cause de sa roulette. Il est une des pièces essentielles de la santé des sportifs. Mon invité du jour est orthodontiste. Frédéric Valère, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous travaillez en compagnie de votre femme, elle-même orthodontiste, à Beau-Soleil. Oui. On va commencer par la base. C'est quoi un orthodontiste ? On est tous chirurgiens-dentistes et on a eu une approche générale de la dentisterie. Et puis après, nos études, on a fait 4 ans de spécialité qui nous ont axé sur notamment l'occlusion, les malformations, les dysmorphoses des mâchoires et aussi les malpositions dentaires qui ont des conséquences effectivement sur tout le massif inférieur du visage et du crâne. Et donc nous, voilà, on a la spécialité d'aligner les dents et aussi de mettre en place une occlusion qui soit équilibrée et médicalement la plus solide et qui fonctionne, quoi, la plus fonctionnelle. Qu'on explique pour tout le monde, c'est quoi une occlusion ? Alors une occlusion, c'est l'engrainement concrètement des dents, les unes avec les autres. Pourquoi ? Parce que dans la bouche, il y a 2 mâchoires, celle du haut, celle du bas, et souvent, les dents ne sont pas exactement en face telles qu'elles devraient fonctionner. Et nous, notre travail, ça va être vraiment de bouger les dents pour qu'elles viennent s'emboîter exactement les unes avec les autres, et donc offrir un confort, offrir aussi une sécurité quand on mange, quand on fait du sport particulièrement. Et donc voilà, c'est un peu le but de l'orthodontie en général, ça va être ça. Vous soignez toute une sorte de patients différents, mais vous accordez quand même une attention particulière aux sportifs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous amène à avoir un regard particulier sur eux ? Alors effectivement, moi-même dans ma famille, j'ai eu des sportifs pros, footballeurs professionnels notamment, et donc j'ai été élevé dans le sport depuis tout petit. Je suis moi-même sportif, alors pas au niveau que j'aimerais, mais je le suis, j'en fais régulièrement, et donc le sport, je l'ai introduit presque naturellement dans mon exercice, de par l'intérêt que j'ai pour le sport. C'est-à-dire que je rate pas un événement. Là, je vais au Hercules vendredi, ce soir en fait, avec mes enfants. Donc oui, le sport fait partie intégrante de ma vie, et donc naturellement, il est dans mon exercice. Voilà. Vous suivez tout type de sportifs ? Oui, pas mal de sports différents. Ça va du football, parce que oui, on a pas mal de sportifs qui font du football. On a aussi le basketball. On a aussi avec la SM et la Rocket Team, on peut le préciser. Bien sûr, ouais, on a pas mal de joueurs aussi bien de la SM foot que la Rocket Team, et donc mais il y a aussi d'autres, il y a des tennisman, il y a des nageurs qui sont exposés également. Alors ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler par le chlore dans les piscines, par exemple. On a vraiment des sports très très différents, d'athlétisme, voilà. Donc ça, on se rend compte que la dentisterie a des impacts sur tous les sports. Voilà. C'est quoi le suivi d'un sportif ? Qu'est-ce qui change des gens lambda ? Alors le sportif, globalement, il est soumis à un effort constant. C'est-à-dire que de par ses entraînements, de par le rythme dans le club où il est, de par la répétition des matchs, il va être soumis à des efforts importants. Qui dit effort dit souvent, par exemple, des serrages de mâchoire, serrages de dents, et donc ça peut avoir plusieurs conséquences. Donc nous, dans le suivi du sportif, c'est vrai que on va prendre en compte cette vie qu'ils ont, qui est vraiment spécifique, alors encore plus chez les pros que chez les amateurs, mais le sportif, il faut vraiment que nous, dans notre prise en charge, on intègre le fait qu'il va y avoir des moments intenses qui peuvent avoir des conséquences sur la santé bucco-dentaire, et on pourra voir qu'il y a beaucoup de conséquences chez le sportif en termes d'érosion dentaire,
dentaire, par exemple, en termes de douleur, d'infection, d'inflammation. Et ça, il faut effectivement l'intégrer. Il y a une autre complexité aussi, c'est que tout varie en fonction des sports. Exactement. Alors ça, en plus des profils humains. Mais exactement. Alors là, vous tenez bien voilà, vous voyez bien le sujet, c'est qu'un sport, chaque sport est différent. Le type d'action va être différente, les conséquences sur le corps vont être différentes, les compensations musculaires vont être différentes, et donc effectivement on aura une approche qui prendra en compte à la fois le niveau d'intensité de performance du sportif en fonction de ce soit pro, amateur, etc., ou sportif du dimanche, et aussi quel type de sport c'est. Voilà, encore une fois, le nageur, le basketteur vont pas avoir du tout les mêmes rythmes ni les mêmes voilà, les mêmes, la même organisation d'entraînement ni rien. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, effectivement. Votre profession est en lien avec d'autres professions de la médecine. Vous travaillez tous, que ce soit avec les kinés, les ostéos, les podologues, sur la posture. Oui. Vous, notamment sur la posture de la mâchoire. Oui. Pourquoi? C'est quoi cette particularité? Qu'est-ce qu'on étudie dans la posture? Alors effectivement, nous on est qu'un maillon d'une équipe transversale. Alors là, par exemple, on va parler effectivement dans le football, effectivement, enfin ou le basket particulièrement. Effectivement, il y a des ostéos, il y a des kinés, il y a les médecins, il y a les podologues, et puis il y a les dentistes, orthodontistes. Et nous, là où on va pouvoir travailler, c'est vraiment en connexion entre toutes ces spécialités et la dentisterie. Parce que à la fin, l'approche pluridisciplinaire va aider le sportif à ne pas passer à côté d'un problème de santé, et aussi voilà, ça va permettre de discuter, de connecter entre les différentes spécialités de santé dans l'intérêt du sportif. Par exemple, il y a eu l'ostéopathe Patrick Basset qui a 40 ans d'expérience et qui mettait en avant l'importance d'adresser tous ces sportifs chez le dentiste, et qui a été un des pionniers justement à faire ça, qui a travaillé énormément de basketteurs, et donc il mettait en avant l'importance de travailler en main dans la main, quoi, dans l'intérêt du sportif. Voilà. L'objectif, il est le même pour tout le monde, c'est l'équilibre du corps. C'est ça. Donc voilà, en termes de posture, effectivement, on va se rendre compte que l'occlusion, elle est un petit peu en haut de la pyramide, en haut du triangle d'équilibre qui est constitué par les jambes et la colonne vertébrale, tout le corps. Et donc, si au sommet, au niveau de l'occlusion, on va pouvoir déjà équilibrer l'occlusion, on sait que derrière, en travaillant avec les ostéos, les podologues, etc., on va pouvoir descendre petit à petit tout au long du corps pour pouvoir rééquilibrer. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir déjà une base comme l'occlusion pour pouvoir travailler ensuite sur le reste, ce qui peut aussi être fait dans l'autre sens, c'est-à-dire partir par les podologues, rééquilibrer tout ça et puis arriver à un corps qui sur le plan postural va être bien balancé, bien équilibré, et finir par gérer l'occlusion pour pouvoir vraiment avoir une bonne connexion entre le haut du corps et le bas du corps. Parce que pour que les gens comprennent, en fait, le moindre déséquilibre dans le corps a des conséquences dans une autre partie du corps. On parle de l'occlusion. S'il y a un problème de serrage de la mâchoire quelque part dans la bouche, ça peut se retrouver et avoir une répercussion à l'autre bout du corps. Oui, clairement. Alors encore une fois, c'est très difficile de faire des études scientifiques vraiment établies, parce que chaque situation sportive et de sportif va être différente, et il y a beaucoup de biais qui vont venir interférer pour faire des généralités. Mais globalement, il y a plusieurs quand même études qui ont montré que quand on ajoutait une interférence dans une occlusion chez des sportifs, comme par exemple les athlètes qui font des demi-fonds, on se rend compte qu'ils vont avoir des performances, parce qu'ils vont avoir des compensations pendant l'effort qui vont faire qu'ils auront des résultats qui seront moins bons. Et ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Donc, on sait aujourd'hui que oui, il y a des connexions entre l'équilibre global du corps et l'occlusion dentaire, clairement. Là, on parlait du haut vers le bas, mais vous le disiez, ça marche aussi du bas vers le haut. Exactement. Une jambe plus courte qu'une autre. Ouais.
si c'est pas traité par un podologue ou quoi que ce soit, ça peut avoir des répercussions dans la mâchoire. Alors c'est ce qu'on est en train d'étudier et c'est ce qu'on est en train effectivement de travailler ensemble avec plusieurs spécialités parce qu'effectivement aujourd'hui une jambe plus courte que l'autre va avoir une compensation au niveau du bassin. Qui dit compensation du bassin va avoir une conséquence au niveau de la colonne vertébrale et nécessairement on peut penser qu'il y a des compensations au niveau de la partie cervicale et donc de l'occlusion dentaire. Donc ça c'est sûr que voilà on travaille là-dessus. On parlait donc du coup du lien entre les différentes médecines. On s'en rend compte là, un sportif, il a besoin d'être observé par tout le monde, par le kiné, par l'ostéo, par le dentiste, par le podologue. Et s'il manque une pièce au puzzle, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Exactement. Et vous vous rendez compte que s'il y a, pour le coup, pour la dentisterie, un défaut de suivi au niveau dentaire, vous imaginez un sportif qui va rater un événement, par exemple un match, parce qu'il a un problème dentaire. Dans le staff médical, on va dire quand même c'est un peu dommage, quoi. Hein. Si on avait eu un dentiste qui aurait fait la prévention, qui aurait trouvé à l'avance ce problème, peut-être qu'il n'aurait pas raté le match, on aurait fait un meilleur résultat. C'est fou. C'est ça en fait. Dire, parce que nous on regarde à la télé, on se dit il est pas bon aujourd'hui. Enfin, on a un regard toujours très critique en tant que téléspectateur, mais alors qu'il y a peut-être juste une carie qui gêne et qui va faire que sa performance est altérée. Exactement. Et ça peut avoir des conséquences vraiment importantes. Encore une fois, j'avais eu vent d'une histoire d'un footballeur professionnel qui, pendant la Coupe du Monde en Russie, avait eu donc ce qu'on appelle un granulome dans le métier, c'est un abcès dentaire, et qui avait fait qu'il avait passé une nuit chez le dentiste à essayer de régler ce problème qui aurait pu être réglé à l'avance et qui, en plus, donc l'a empêché de bien dormir, l'a empêché de faire un vrai entraînement, qui a raté des matchs et qui donc peut-être aurait pu aider son équipe. Et ça, c'est voilà, à ce niveau-là, c'est des choses qui sont pas possibles, quoi. Hein. On est dans le domaine de l'horlogerie fine. C'est-à-dire que le sportif professionnel, c'est comme une montre. Il y a différents éléments. Chaque élément va avoir son importance. Et encore une fois, voilà, les dents, on s'en rend compte aujourd'hui. Il y a une vraie dynamique. Nous, aujourd'hui, au sein de notre profession, on reçoit même aujourd'hui beaucoup d'informations concernant l'odontologie et le sport. Il y a des gens qui sont formidables qui travaillent là-dessus. On pense à Madame Sophie Cantamessa qui est cofondatrice de l'European Association for Sport Dentistry, qui a fait plusieurs articles là-dessus, et qui montre qu'on est dans une période où la dentisterie du sport doit être de plus en plus exposée et surtout prise en compte au sérieux, on va dire, au sein de la médecine du sport. Et donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment avec les JO qui arrivent. On sait que, par exemple, la Fédération dentaire internationale est en train de se mobiliser pour le sport. On va rentrer dans le cœur de votre métier, Frédéric. Il y a donc un lien avéré entre les problèmes liés aux dents, mâchoires et les blessures. Alors, un lien scientifiquement prouvé, j'ai envie de dire, on a beaucoup de... Il existe des liens en tout cas. Oui, non, mais très clairement. Alors, je pense au docteur Anastasios Stamos, par exemple, qui est fondateur de l'European Association for Sport Dentistry. Lui aussi a participé donc à des études clairement sur le fait que quand on a une maladie parodontale, donc là pour rendre ça un peu plus clair, c'est-à-dire une inflammation de la gencive, ce que beaucoup de gens, quand vous brossez vos dents que ça saigne, c'est qu'à un moment donné la gencive elle est inflammée. Alors les causes, ça peut être l'accumulation de tartre, ça peut être des petites blessures, ça peut être beaucoup de choses, mais très généralement c'est la présence de certaines bactéries qui sont agressives au sein de la gencive et qui vont se caler entre la gencive et les dents. Et ça, alors en brossant, généralement on enlève une grosse partie. Mais chez beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est régulier, qui est sur le long terme et qui va être récurrent avec de l'inflammation gingivale. Aujourd'hui, donc le fameux lien, ça va être que il y a des marqueurs inflammatoires qui vont être à cause de l'inflammation depuis la flore buccale, passée dans le sang. Et donc on parle par exemple de ce qu'on appelle des cytokines et qui vont avoir des conséquences, puisqu'elles passent dans le sang, sur par exemple des retards de cicatrisation musculaire, ce qui va être très important pour les sportifs, qui vont entraîner des tendinites, qui vont empêcher des tendinites de se soigner correctement. Et donc il y a par exemple, voilà, ça c'est un lien qui est très
important entre inflammation gingivale, passage dans le sang d'intermédiaire de l'inflammation et difficulté de cicatrisation au niveau musculaire et aussi au niveau tendineux. Oui, on retrouve les mêmes toxines bactériennes qui circulent dans le sang. Elles passent dans le sang, ce qui ne devrait pas être le cas, quoi. Encore une fois, c'est parce qu'il y a inflammation gingivale qu'elles arrivent à passer dans le sang et donc avoir des conséquences dans le corps, quoi. Alors là, on est dans un domaine vraiment très technique, encore une fois, qui va parler surtout aux professionnels, mais globalement, les sportifs doivent le savoir. Voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai lien. Alors ça en est un parmi d'autres, encore une fois. Oui. Une carie, par exemple, comment ça se passe? Une carie, ça va être donc des bactéries qui sont sur une dent, qui vont se développer, qui vont entraîner des toxines, qui vont creuser la dent, pour faire simple, encore une fois, jusqu'à ce que ça touche la pulpe. Quand ça touche la pulpe, il est déjà trop tard, parce que quand on va chez le dentiste, là, il va devoir dévitaliser une dent. Donc ça veut dire devoir faire une intervention. Qui dit intervention dit aussi des douleurs, dit des rendez-vous, dit des médicaments à prendre, dit des possibles infections bactériennes. Donc tout ça va avoir des conséquences. Chez le sportif, c'est catastrophique parce que il va prendre du retard sur ses entraînements, il va devoir adapter son rythme à ses rendez-vous, et puis ça peut bien se passer, donc cicatriser rapidement, mais ça peut aussi moins bien cicatriser. Et là, par exemple, avoir des conséquences qui sont des intermédiaires de l'inflammation qui vont avoir dans le corps, avec une fatigue générale. Hein, c'est clairement, ces intermédiaires de l'inflammation vont fatiguer le corps. Et donc, la carie, il faut l'éviter. D'où l'intérêt de la prévention, brosser les dents, faire des détartrages réguliers, faire aussi surtout des contrôles réguliers chez le dentiste, avec des radios, pour voir s'il n'y a pas de carie. On parlait de l'équilibre tout à l'heure, il est important au niveau de la mâchoire. Ouais. On peut revenir aussi, on parlait des infections sur l'occlusion. Oui. Du coup, l'occlusion, ça peut, les problèmes d'occlusion, ça peut avoir des problèmes. Clairement. Pareil, à l'autre bout du corps. Clairement. Ça commence d'abord par le haut du corps. Oui. Ça va se répercuter sur les trapèzes, sur le cou. Voilà, c'est ce qu'on appelle des compensations. C'est-à-dire que quand votre occlusion elle est équilibrée, nécessairement tout le massif musculo-tendineux autour des dents et des mâchoires va être relativement équilibré. Donc on a plusieurs muscles qui fonctionnent un petit peu de la même manière et de façon symétrique entre la droite et la gauche, par exemple, et aussi entre l'avant et l'arrière. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle une prématurité, c'est-à-dire un surcontact au niveau d'une ou deux dents au sein de votre occlusion, quand vous serrez les dents, vous sentez qu'il y a une dent qui est un peu plus haute que l'autre, pour X raisons, etc. À ce moment-là, vous allez avoir des phénomènes, même inconscients, de compensation. C'est-à-dire que vos muscles masticateurs, etc., vont pas pouvoir se contracter de la même manière d'un côté que de l'autre. Et ça va entraîner au niveau des articulations temporomandibulaires, donc pour expliquer juste plus clairement, c'est l'articulation qui se trouve en haut de votre mâchoire et qui fait le lien entre la mâchoire du bas et le massif du crâne. Ça va avoir justement des conséquences au niveau articulaire. L'articulation, c'est quelque chose qui peut faire très très mal, qui peut claquer. On a beaucoup de gens qui ont des claquements au niveau des articulations, notamment avec ces histoires de disques articulaires. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, avoir des compensations au niveau du massif facial et du cou, avec la nuque, avec tous les muscles sternocléidomastoïdiens, par exemple, qui vont devoir compenser des différences droite-gauche ou avant-arrière entre ce massif facial et le reste du corps. Donc, effectivement, ensuite, des contractures musculaires, des adaptations au niveau vertébral. On sait aujourd'hui que il y a des dysmorphoses occlusales et notamment osseuses des mâchoires, comme par exemple les classes 2, les classes 3, etc., qui vont être directement en lien avec des scolioses. Ça a été montré. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une approche où, en prévention, on regardera un équilibre occlusal chez le sportif pour éviter justement des compensations au niveau du reste du corps, quoi, et qui va avoir des conséquences, donc toujours pareil, sur la performance, parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui compte. Évidemment. Oui. Voilà. Donc plus le problème d'occlusion est important et plus ça va se répercuter loin. C'est ce qu'on pense, ouais. C'est ce qu'on pense. Est-ce que y a certaines blessures qui reviennent beaucoup chez les sportifs? On pense aux ischio-jambiers, par exemple, aux genoux, les problèmes de genoux. Oh oui. Est-ce que ça peut être en lien
direct avec la mâchoire, les dents. Ouais, encore une fois, ça peut. On sait que voilà, une compensation au niveau du bassin va avoir des conséquences au niveau des genoux, et pourtant une conséquence au niveau du bassin, enfin un déséquilibre au niveau du bassin, va souvent être en lien avec un déséquilibre au niveau de la colonne vertébrale. Et comme on vient de dire avant, il suffit d'une prématurité occlusale pour avoir des compensations tendineuses et musculaires. Et donc évidemment, ce lien, on va dire raisonnablement, on le fait. Même si scientifiquement c'est très difficile à prouver, raisonnablement on le fait. Voilà. Après, si vous parlez par contre des choses qui arrivent souvent et qu'on veut éviter chez le sportif, et c'est notamment les commotions cérébrales. Là, c'est un sujet qui est très important. Nous, en prévention, chez beaucoup de sportifs, on met ce qu'on appelle des protections intrabuccales. Les fameuses PIB, ces protections intrabuccales, elles sont obligatoires dans beaucoup de sports de contact. Ça va être la boxe, le rugby, le hockey. Alors par exemple en rugby, en 97, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a décidé de rendre obligatoire la PIB. Ça a été un des premiers à mettre le doigt sur ce sujet. Et après, par contre, il y a vraiment plusieurs études qui ont montré que dans les sports où on reçoit des coups au visage, une protection intrabuccale va permettre d'absorber une partie de l'intensité du choc et donc d'aider à avoir des conséquences moins importantes chez le sportif. Et donc voilà, on sait aujourd'hui qu'en football, en basket, tous les sports comme ça, malgré tout de contact, même si c'est plus ou moins important par rapport à la boxe, mais malgré tout les commotions cérébrales, c'est quelque chose qui est régulier et qui peut être prévenu avec des bonnes protections intrabuccales. Et vous me l'expliquiez avant l'émission, justement, ouais. ça a tendance à se démocratiser de plus en plus dans tous les sports. Exactement. C'est-à-dire que nous, on est de plus en plus amenés à... On a tendance à croire qu'il n'y a qu'à la boxe qu'on met qu'on protège les dents. C'est exactement ça. Vous prenez un défenseur central en foot, je veux dire, chaque corner, il va se prendre un coup de tête, un coup d'épaule, voilà. Et donc, alors c'est sûr qu'après, ça dépend aussi de l'arrivée du coup. Il y a des coups qui sont plus au niveau de la tête, il y a des coups qui sont plus au niveau de la mâchoire. On comprend que quand c'est au niveau de la mâchoire, la protection intrabuccale va être beaucoup plus intéressante. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la part des médecins du sport de cette protection que peut être la PIB. Voilà. En 2015, en Angleterre, il y a 6 dentistes qui ont observé les joueurs de 8 clubs différents, de 8 clubs anglais. Le bilan, c'est que 50% souffraient d'érosion dentaire, 37% de caries, suffisamment grave pour gêner les performances. Donc on parlait de la prise de conscience des médecins. Est-ce que les sportifs prennent suffisamment soin de leurs dents ? J'ai envie de dire de plus en plus, mais on part de loin. Voilà, c'est vrai que effectivement, moi dans les sportifs que je vois régulièrement, c'est vrai que les sportifs sont tellement engagés dans leur rythme, dans leur entraînement, dans leur performance, dans leur volonté de bien faire, parce qu'encore une fois, ils sont dans des emplois du temps qui sont très 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 chargés, etc. Et les dents, malheureusement, ça passe souvent au deuxième degré, ça passe souvent au second étage, et c'est quand ils ont un jour de repos qu'ils vont décider d'aller voir le dentiste ou l'orthodontiste, et ça c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a un travail à faire là-dessus, d'où l'importance que les médecins qui sont dans les clubs puissent leur dire vas-y, là il faut faire un test, quoi. Il faut aller tester ton occlusion, il faut aller tester vérifier tes problèmes inflammatoires, etc. Ça c'est clair que les sportifs ont besoin d'une prise de conscience. Est-ce qu'il existe aussi toujours cette peur du dentiste ? Je pense. Alors moi, je suis mal placé parce que je suis orthodontiste, donc je fais pas de piqûres, je fais pas de choses comme ça. Je fais plutôt des empreintes qui sont indolores. Alors maintenant, on a des techniques avec des empreintes intraorales, c'est-à-dire que ce sont des appareils qui évitent la pâte, vraiment, parce que ça aussi, ça peut être une source de stress pour pas mal de sportifs et de gens en général, cette pâte qu'on vous met pour faire des empreintes. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir des empreintes intraorales qui sont en fait un scanner des dents complètement indolore qu'on fait avec un stylo à l'intérieur de la bouche et qui va nous permettre de recréer en 3 dimensions les dents
avec une précision qui est 8 fois plus précise que les empreintes que vous connaissiez avec la patte. Et ça, donc c'est vrai que dans mon métier, ça permet d'avoir moins d'appréhension. Quand on leur dit ça, en général, ils ont un peu moins peur. Après, le dentiste, ça fait peur à beaucoup de gens, beaucoup de sportifs. Moi, j'ai connu des sportifs professionnels qui avaient un tel stress qu'ils évitaient les rendez-vous jusqu'à vraiment être au moment où il y a une très très grosse douleur. Et malheureusement, c'est trop tard. Et ça avait des conséquences sur leur emploi du temps. Donc oui, la peur est malheureusement un peu trop présente. Même si, encore une fois, je le dis à tout le monde, aujourd'hui, on fait beaucoup moins mal qu'il y a quelques années. Donc vraiment, on peut y aller avec confiance. On a un beau métier qui a bien évolué. Et les anesthésies sont vraiment efficaces. On sent plus rien. Voilà. Donc on l'a vu ensemble, les problèmes dentaires peuvent entraîner des problèmes musculaires un peu partout dans le corps. Ouais. Est-ce qu'à l'inverse, le sport peut entraîner des problèmes de dents? Ah oui, oui. Très clairement. Parce qu'on parle des problèmes des dents sur le sportif. Est-ce que le sport peut aussi? Vous avez entièrement raison de regarder notamment ça. sur les sports d'endurance. Oui. Sur les sports d'endurance, on le sait, sur beaucoup de sports comme ça où il y a un effort qui est sur une longue période, beaucoup de sportifs vont par exemple serrer les dents. Serrer les dents, ça va entraîner des érosions dentaires, très claires. Et les érosions dentaires, par conséquent, vont avoir une fragilité des dents, que ce soit en termes de sensibilité, que ce soit en termes de caries, que ce soit en termes d'occlusion, ça va avoir des conséquences qui sont très importantes. À l'inverse, voilà, certains sports, on le sait, sports de contact, traumatisme peut entraîner des fractures et des pertes dentaires. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des nageurs. Les nageurs, ils sont surtout les professionnels. Il y a des études qui ont montré que les professionnels sont surexposés au chlore qui sont dans les piscines. Ce chlore va avoir des conséquences sur les gencives et surtout sur les dents, avec des problèmes sur l'émail, etc. Et ça entraînait aussi du coup une fragilité et une exposition à la carie, aux problèmes comme ça, et les inflammations. Ensuite, encore une fois, les sports sont tellement différents qu'on pourra en parler pendant des heures, mais globalement, c'est vrai que les sports de contact sont ceux sur lesquels on va avoir des conséquences sur les dents de manière radicale, de par les chocs, voilà, principalement. Vous parlez de la natation avec le chlore, comment on fait face à ça du coup ? Est-ce que vous protégez les nageurs? Est-ce que les nageurs se protègent pendant qu'ils nagent? Exactement, c'est-à-dire qu'on va notamment leur demander de prendre des dentifrices qui sont particulièrement fluorés pour protéger l'émail, pour avoir des... Voilà. Ensuite, nous, on a des produits qui vont faire comme des barrières sur l'émail, qui vont être fluorés. On va avoir on va leur demander tout simplement d'hydrater leur bouche régulièrement. Ça, on le fait aussi beaucoup avec, comme vous disiez, les sportifs qui font des sports d'endurance. On s'est rendu compte, et ça c'est des études très récentes, qui ont montré que quand on prend de l'eau régulièrement, même des petites quantités, on va réhydrater la bouche. Alors chez le sportif, chez le nageur qui va dans la piscine, ça semble évident c'est très bien de rincer la bouche pour enlever ce chlore qui va être présent lors de l'effort. Mais par exemple chez l'athlète en général qui va faire un sport d'endurance, on se rend compte qu'il va y avoir une hypocyalie, c'est-à-dire une baisse de la salive dans la bouche. Or la salive a un rôle protecteur majeur des caries, de par son pH, etc. Donc on va demander aux sportifs d'endurance de prendre régulièrement de l'eau dans la bouche pour pouvoir rééquilibrer le pH et éviter et contrebalancer cette hypocyalie qui vient de par la consommation d'eau et la perte d'eau qu'il y a pendant l'effort et la performance. Et surtout que sur les sports d'endurance, en plus, généralement, ils mangent pendant la performance. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils vont manger des barres protéinées hyper sucrées et aussi des boissons sucrées, des boissons énergisantes. Et donc, si vous associez le fait d'avoir moins de salive à une exposition à du sucre de par la boisson ou l'alimentation, vous créez un cocktail qui va faire qu'on est à risque de carie beaucoup plus important que même la population classique, quoi. Parce que le sportif, ça va être très régulier, ça va être plusieurs fois par semaine, et ça va être et ça, si le sportif n'a pas conscience que
après un effort et après la prise de boissons énergisantes ou de barres protéinées, il faut se laver les dents et prendre soin de ses dents pour ne pas laisser ces produits sur l'émail. Voilà, on risque d'avoir des conséquences telles que des caries. Ça veut dire qu'en fonction de l'intensité et de la fréquence du sport, il faut avoir un suivi plus poussé? Bien sûr. Bien sûr, très clairement, il faut régulièrement aller chez le dentiste, régulièrement aller chez l'orthodontiste pour contrôler son occlusion, contrôler son niveau carieux, contrôler sa gencive pour éviter les conséquences qu'on a vues. On va faire une petite pause avec un petit quiz, Frédéric. C'est la tradition dans l'émission. D'accord. Je vais vous poser 3 petites questions qui sont en lien avec les dents. Oh, heureusement. Ça tombe bien. Il n'y a pas de piège, évidemment. 3, 2, 1. Le protège-dents est devenu obligatoire au rugby récemment. Pour quelle raison? Comme on l'a dit, on a fait le lien entre commotion cérébrale et le port de PIB, donc de protection intrabuccale. Il y a eu des études sur des joueurs d'une même équipe. Il y en a qui portaient des prothèses, il y en a qui n'en portaient pas. Et ils ont quand même vu qu'il y avait une conséquence. Vous connaissez un petit peu ces protège-dents connectés? Alors personnellement pas vraiment. Je crois que c'est quelque chose qui est en développement encore. Donc c'est vrai que moi personnellement j'ai pas trop de retour là-dessus, mais j'y crois vraiment. Ça c'est sûr que c'est très important. Nous aujourd'hui, par contre à notre niveau, ce qu'on fait c'est qu'on va analyser numériquement les points de contact entre les dents lors du serrage, et on va pouvoir se rendre compte numériquement, donc avec une précision diabolique, qu'il y a certaines dents qui sont beaucoup plus exposées que d'autres. Donc des surcontacts au niveau de l'occlusion. Donc si on a une gouttière connectée, effectivement elle va pouvoir, même pendant le match, se rendre compte de certaines surocclusions d'une partie des arcades, etc. Deuxième question. En 2019, lors d'un match de NHL, un hockeyeur américain a reçu le palais dans le visage. Combien de dents a-t-il perdu? Combien de dents on peut perdre sur un palais qui arrive dans le visage? Ça c'est alors c'est déjà dans le visage, on va dire sur les dents. À mon avis c'est plutôt sur la bouche que sur le front, mais je pense que ça peut être facilement 4 ou 5 voire 6. Il a perdu 9 dents. 9 dents, ouais. Non mais c'est monstrueux, hein. Comment ça se passe dans le suivi dentaire quand vous avez un patient qui arrive? Voilà, j'ai eu un match de hockey, j'ai pris un palais dans la bouche, j'ai perdu 9 dents. Ok. Ah bah là il y a urgence. D'accord, d'abord il y a urgence parce que par exemple il va falloir regarder, on va faire des radios, on va regarder s'il y a des débris, parce que très souvent les dents malheureusement elles s'enlèvent pas totalement. Voilà, il y a des petits morceaux, il y a des débris radiculaires, c'est-à-dire des morceaux de racines qui sont encore restés dans la gencive. Donc là la première question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on garde la racine pour pouvoir la réutiliser, pour mettre une couronne dessus et essayer quand même de plutôt garder ce morceau qui reste, c'est toujours mieux qu'un implant par exemple, ou alors non, il est trop petit, on pourra rien en faire, on va l'enlever et on va faire cicatriser la gencive. Ça c'est la première chose. Ensuite, justement, y a-t-il des foyers infectieux? Parce que, admettons, on revient à ça, un sportif avait déjà des foyers infectieux, il a un trauma et par-dessus on peut avoir une infection, etc. On peut avoir toutes sortes de conséquences. Donc ça, on va regarder ça. Là, c'est plus cliniquement, c'est pas au-delà de la radio. Et ensuite, le protocole, ça va être de discuter à plusieurs sur comment reconstruire son occlusion, qu'est-ce qui nous reste comme occlusion, notamment ce qu'on appelle la DV, c'est la dimension verticale. C'est-à-dire quand vous perdez de nombreuses dents, notamment les dents postérieures, les molaires, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une perte de dimension verticale. Donc ça peut avoir des conséquences désastreuses sur l'occlusion. Donc comment on va mesurer cette dimension, comment on va pouvoir la maintenir dans le cas d'un traumatisme aigu et d'une situation vraiment de stress et de trauma. Donc on va faire des mesures et puis on va anticiper, on va préparer des modèles pour refaire cette occlusion et ensuite organiser plusieurs interventions, notamment des implantologistes qui vont venir mettre des implants qui seront le soutien des dents qui auront été faites avec une hauteur qui permettra de retrouver l'occlusion qu'avait le sportif à l'avance. Mais c'est un vrai travail pluridisciplinaire où voilà, implantologiste, dentiste, orthodontiste, tout le monde va mettre sa main à la pâte.
Moi, j'avais eu le cas d'un joueur qui avait pris un coup de coude sur les incisives. Il était arrivé avec la dent dans la bouche, parce qu'ils avaient eu le bon réflexe de garder la dent dans la bouche. C'est un bon milieu pour ça, en attendant d'avoir des vrais soins dentaires. Et à ce moment-là, on avait repositionné la dent dans son alvéole parce qu'elle était intacte, elle était entière, et on avait mis ce qu'on appelle un fil de contention, c'est-à-dire un fil derrière les dents. On peut le mettre devant, mais c'est moins joli. Alors maintenant, on le fait à l'arrière des dents, et ça avait tenu la dent. Et grâce à ce fil qu'on avait mis derrière les dents et au soutien des dents adjacentes, on avait tenu la dent dans une bonne position, et avec le temps, en quelques semaines, cette dent avait cicatrisé. Alors certes, elle était, on appelle ça nécrosée, elle était un peu morte parce que sa pulpe n'était plus valable, mais elle s'était réattachée donc à son environnement, et donc c'était une très très bonne chose, quoi. Bon, le patient était jeune, et plus le patient est jeune, plus ce genre de choses peut arriver. Voilà. Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'il y a une différence pour un sportif entre avoir une vraie et une fausse dent? Alors oui, je pense que oui. Encore une fois, c'est que à mon niveau, à mon expérience, mais je crois qu'une fausse dent, elle est toujours, elle est très difficilement parfaite. C'est-à-dire que malheureusement, on est moins fort que la nature, et que même le meilleur des dentistes va faire des couronnes, va faire des merveilles, mais pour être au même niveau que la dent naturelle, c'est très très difficile. Et les dents, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on a une précision au niveau de nos dents de, je crois, 2 microns. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Et donc, quand on va avoir des couronnes ou des dents qui sont prothétiques, etc., il est très difficile d'avoir quelque chose qui soit parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des petites compensations, notamment des autres dents de l'occlusion. Et donc, ces compensations vont faire que l'occlusion est un petit peu moins bien que ce qu'elle était avant qu'on mette cette fameuse dent prothétique. Et donc, on peut penser, raisonnablement, que il vaut mieux garder toutes ces dents pour un sportif, clairement. Ouais. Allez, dernière question. Quelle est l'origine de l'expression « les dents du bonheur » ? Ah. Alors, on le précise, c'est quand une personne c'est un diastème, c'est ça ? Donc, c'est-à-dire, il me semble que j'en ai un léger, c'est-à-dire un écart entre les deux incisives, c'est ça ? Oui. D'où vient l'origine de cette expression ? Alors, l'origine de cette expression, je vous avoue, je la connais pas. Je crois que c'était pour rassurer ceux qui avaient des espaces. On leur disait, t'inquiète pas, ça te portera chance. Voilà, mais je sais pas d'où ça vient. Ouais. Ça vient de l'époque napoléonienne. Dans l'armée de Napoléon, les soldats devaient avoir des incisives en parfait état, car leur fusil était très lourd à porter, donc ils le portaient à 2 mains, et ils devaient déchirer le sachet de poudre avec les dents pour recharger efficacement. D'accord. Ceux qui avaient des dents écartées étaient donc déclarés inaptes au combat. D'accord, les chanceux. Ça c'est génial, les chanceux. Voilà. Donc avoir les dents du bonheur, c'est ça. Voilà, c'était être privé de combat parce que je peux pas déchirer mon sachet de poudre. Ouais. Merci pour cette info. Non mais c'est rigolo, quoi. D'accord. Bon, du coup vous auriez été tranquille. C'est vrai qu'à l'époque de Napoléon, j'aurais pu ne pas faire la guerre. C'est ça. J'aurais été écarté. Vous auriez pu interviewer des soldats. J'aurais pu interviewer des soldats. Voilà. Exactement. C'est quand même pas mal. Avant de parler des soins et du quotidien pour les sportifs avec leurs dents, c'est vrai qu'on a parlé de plusieurs problèmes, les infections, l'occlusion. Ouais. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les dents de sagesse. Oui. Ouais. Alors les dents de sagesse, effectivement. Alors nous, dans le cadre de notre suivi alors surtout des jeunes sportifs, parce qu'il y a tous ces sportifs qui ont entre 15 et 19 ans, c'est vraiment l'âge des dents de sagesse. D'où l'importance de faire des radios panoramiques régulières où on va analyser l'évolution de ces dents de sagesse. Alors en tant que orthodontiste, c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir les conserver quand on peut, parce que c'est parce qu'il y a toujours ce débat. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on retire les dents de sagesse ? C'est un vieux débat qui, je pense, ne pourra pas être. Le consensus est difficile à trouver, mais globalement, chez les jeunes joueurs, les dents de sagesse, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, dans le sens où des douleurs importantes peuvent arriver, et donc des conséquences sur leur entraînement, etc. Et il y a
ajouter à cela, il y a l'intervention. Et l'intervention, elle n'est pas anodine. Le plus souvent, aujourd'hui, on les fait sous anesthésie générale. Donc, c'est quand même des étapes où le patient, le sportif va devoir se reposer. Et donc, il faut être attentif. Nous, lors de nos suivis chez le sportif, grâce à ces radios régulières, on va pouvoir dire au meilleur moment, il faut enlever les dents de sagesse. Donc, alors on va les enlever quand elles sont mal positionnées. C'est-à-dire des fois elles vont être à l'horizontale, elles vont venir taper dans les os molaires, elles peuvent entraîner des désordres occlusaux. C'est ce qu'on appelle un facteur favorisant des désordres occlusaux. Donc selon leur position, on va prendre la décision de les enlever. Voilà. Mais encore une fois, quand on peut les garder, moi personnellement j'aime bien les garder parce que ça nous fait des dents de secours. Et si on perd d'autres molaires, on est content d'en avoir derrière. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réussi à mesurer le degré de perte de performance suite à justement des problèmes dentaires? C'est difficile. Encore une fois, il y a beaucoup d'études. Hein. Ça peut aller jusqu'à 15, 20, 25% de perte de performance. Ça peut. Encore une fois, j'ai pas de chiffres, on va dire précis, mais effectivement, il y a eu des études qui ont montré que un désordre occlusal, un problème dentaire particulier va entraîner des compensations qui vont entraîner des pertes de puissance, notamment chez les sportifs. Je crois que l'étude qui était là-dessus, c'était sur des personnes qui font de l'aviron, et donc ils avaient fait des études là-dessus, et ils avaient vu que leur puissance pour la rame était moins importante chez ceux qui avaient des problèmes. Ah oui. Ouais, ça c'est. Alors je pourrais vous le retrouver, mais on a effectivement, on a eu des études là-dessus qui sont claires. Donc comment ça se passe ensuite pour le sportif? Il y a un entretien. Combien de fois il doit venir vous voir Alors nous par exemple pour les sportifs de l'ASM là, les jeunes qu'on a à la diagonale, on va les voir une fois par an. On va faire un check-up global. On va regarder l'aspect clinique, dentaire, etc. Et ensuite, chez certains où on va détecter des problèmes, là, on va aller un peu plus loin dans les investigations. On va faire des radios, des tests occlusaux, etc. Ça, c'est une fois par an. Après, il y a le sportif qui lui-même va venir nous voir pour des questions. Donc là, en fonction du problème, on va adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont des problèmes, par exemple, occlusaux réguliers avec des prématurités ou alors une tendance au bruxisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à serrer les dents très fort, etc. Là, il va falloir faire un suivi un peu plus régulier. On va les voir tous les 6 mois, par exemple, pour leur faire, par exemple, des gouttières, vérifier s'il n'y a pas trop d'érosion au niveau des dents. Donc là, ça va être beaucoup plus régulier. Et ensuite, il y a aussi tous les sportifs chez qui on entame des traitements, là par contre, d'orthodontie. Alors quand on fait des traitements d'orthodontie, ça va être beaucoup plus rapproché, ça va être tous les 6-8 semaines. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'en parallèle de ce traitement d'orthodontie qui va être sur 1 an ou 2, on va aussi vérifier tout ce qui pourrait apparaître, que notamment les problèmes parodontaux, les problèmes infectieux, les problèmes... voilà, parce que là, on les voit très très régulièrement. Ensuite, il y a les sportifs de très très haut niveau qui, eux, peuvent avoir un suivi vraiment particulier. Ça va être à chaque fois un petit peu avant une épreuve, avant un tournoi ou quoi, on va leur faire un check-up, voilà. Et en fonction des rythmes de tournoi, effectivement, ça peut être très régulier. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? Quels sont les conseils qui reviennent le plus souvent? Oui, alors les conseils chez le sportif, hein, on va dire particulièrement. C'est d'être attentif. Je crois qu'il faut être attentif. Pour être attentif, il faut être éduqué. Pour être éduqué, il faut avoir eu la chance d'avoir de la prévention. Donc on revient toujours à cet aspect de la prévention, c'est-à-dire brosser ses dents. Quand on se brosse les dents, on regarde ses dents, on regarde qu'il n'y ait pas de fracture, parce que des fois on peut avoir des sportifs qui prennent des petits coups, ils ont des fêlures ou des fractures, ils s'en sont même pas rendus compte. Alors nous, après, quand on les voit, on leur dit: ah, mais tu t'es fracturé une incisive. Ah bon, j'avais pas vu. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être attentif. Quand ils brossent leurs dents, ils doivent regarder aussi leur gencive, voir si elle est pas trop rouge, si elle est pas trop, si elle saigne, si elle va changer d'aspect, par exemple. Voilà. Après, s'il y a du tartre qui s'accumule,
ça il faut le regarder derrière les dents, parce qu'encore une fois le tartre, on en a parlé tout à l'heure, ça va être des médiateurs, ça va entraîner de l'inflammation entraîne des médiateurs de l'inflammation qui peut aller dans le corps et avoir des conséquences musculaires ou surtout sur la cicatrisation. Donc tout ça, voilà, les conseils, c'est regarder, en parler, ne pas hésiter à nous appeler. Moi très souvent, il y a les sportifs qui vraiment en ont besoin, je leur donne mon téléphone parce que des fois il peut y avoir des questions, il n'y a pas de questions bêtes, des fois il faut une petite photo, ils disent tiens j'ai quelque chose de bizarre sur ma dent, mais qu'est-ce que tu en penses? Voilà, rapidement on voit une photo, des fois c'est des détails, et puis des fois non, des fois je leur dis là il faut qu'on se voit parce qu'on va analyser un peu plus près tout ça. On brosse combien de fois par jour? 3 fois, obligatoire. Après, en dehors, en plus de l'activité sportive. C'est ce que j'allais vous dire. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les sportifs qui sont sur le plan de la nutrition vont être soumis à des barres sucrées et des boissons énergisantes très très sucrées. Ne pas hésiter à brosser les dents. Alors dans le détail, c'est vrai que beaucoup de boissons vont être acides. Et il ne faut pas se brosser les dents tout de suite après avoir pris une boisson acide. Pourquoi? Parce que quand on prend une boisson acide, l'émail va se déminéraliser en partie, notamment en surface. Et donc, on leur conseille d'attendre au moins une demi-heure pour pouvoir se brosser les dents derrière. Parce que pendant cette demi-heure, la salive va faire son effet protecteur, elle va reminéraliser l'émail, et donc quand le sportif va brosser, il risque pas d'user son émail. J'espère que c'est assez... Ça abîme la dent sinon du coup. C'est ça peut abîmer la dent, ouais. Très clairement, parce qu'on a un émail qui est ouvert, quoi. L'acide va vraiment ouvrir cet émail, commencer même à le déminéraliser en surface, et donc si on brosse là-dessus, on est sur un émail qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus friable, et donc on peut enlever un petit peu de tissu minéral à la dent, et l'émail est très très important dans la sécurité, enfin je veux dire dans la structure de la dent. Et donc on leur conseille d'attendre quand même un petit peu sans rien manger, sans rien boire, pour que la salive revienne. Notamment, on l'a dit, il y a des hypoxialies pendant l'effort. Donc après l'effort, on va attendre un petit peu, on va se réhydrater. La réhydratation va faire qu'on va resaliver normalement, on va reprotéger ses dents, et donc une demi-heure, une heure après, on peut faire un petit brossage et on est dans de bonnes conditions. Voilà. Est-ce que vous conseillez des brosses en particulier? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques. Peut-être pas les marques, mais ouais. La brosse manuelle, la brosse électrique. C'est un gros sujet que j'ai avec de nombreux sportifs, parce qu'ils sont pressés, donc ils veulent que ça aille vite, ils veulent brosser tout comme tout le monde, on va dire. Mais la brosse à dents électrique, déjà il y a plusieurs types de brosses à dents électriques. C'est vrai qu'aujourd'hui on sait que celles qui vont réaliser un mouvement qui va être proche de celui qu'on fait manuellement, moi personnellement je les trouve plus sécures. Pourquoi? Parce qu'encore une fois les brosses à dents plutôt que le mouvement rotatif. Par exemple, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, la gencive, c'est l'écran de vos dents. C'est-à-dire que c'est une dentelle. Elle est très importante, et elle va accompagner le contour des dents. Si vous arrivez avec un système électrique qui va faire vraiment du jiggling sur la gencive, qui va la traumatiser, parce que c'est bien ça, alors qu'est-ce qu'on risque? On risque d'avoir des récessions gingivales. Les récessions gingivales, c'est quand vous voyez votre gencive qui remonte au-dessus de votre dent. Et ça, c'est typique des gens qui utilisent la brosse à dents électrique, on va dire, de manière traumatique, un peu trop forte. Ils vont appuyer comme ils le font avec une brosse à dents manuelle, et donc ça peut avoir des conséquences. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de choisir une bonne brosse à dents électrique, de ne pas appuyer avec trop fort sur les dents, et toujours de respecter la gencive, pratiquement de ne pas la toucher avec la brosse à dents électrique. C'est-à-dire que se circonscrire vraiment à la dent elle-même, pour enlever toute la plaque et les saletés qui sont sur les dents, mais ne pas venir toucher cette gencive, parce qu'elle est fragile, et on peut créer notamment par exemple des inflammations. Et on revient sur ce qu'on disait, les inflammations, les sportifs, les conséquences. Donc c'est vrai que la brosse à dents électrique, oui, mais avec surveillance et bonne méthode. Donc moi, mon conseil, c'est de faire un peu le mix. C'est de faire, par exemple, quand on est pressé le matin, ok, la brosse à dents électrique, le midi aussi, et par contre le soir, on prend sa brosse à dents manuelle avec des poils plutôt doux, souples, et là on prend le temps. C'est-à-dire que ce que vous compensez par des poils souples, on a l'impression qu'on brosse pas très bien, mais en fait, comme vous prenez le temps et vous passez plusieurs fois, toujours un geste de la gencive vers la dent, respectueux encore une fois de la gencive et des embrasures, là vous allez faire un geste régulier doux, et vous allez faire
un travail de profondeur, un nettoyage de profondeur. Et en faisant ce travail de profondeur, vous évitez qu'il y ait de la plaque, du tartre, et donc des conséquences comme on l'a vu, quoi. Le fil dentaire aussi. Fil dentaire, c'est très 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 bien. Par contre, vrai. il faut savoir s'en servir. Encore une fois, moi je vois trop de patients qui passent le fil dentaire, ils passent leur point de contact. Donc on sent ce moment où on passe entre les dents. Et puis après, une fois qu'ils sont passés sur la patte supérieure, ils vont appuyer sur la gencive. Attention, là aussi la gencive peut souffrir. C'est un trauma pour la gencive. On peut créer des inflammations. Donc il faut rester vraiment uniquement sur la dent. Exactement. C'est une fois que vous avez passé le point de contact, moi ce que je conseille, c'est d'aller en latéralité, travailler sur la dent de derrière et sur la dent de devant, prendre les saletés et les redescendre gentiment. Mais ne pas appuyer sur cette gencive parce qu'elle est fragile, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, il y a des fils dentaires qui sont intéressants, qui sont expanders, c'est-à-dire qu'ils vont, une fois qu'ils sont au contact de la salive entre les dents, s'expandre, donc prendre un peu plus de volume pour pouvoir enlever plus facilement les bactéries, etc., la plaque. Le fil, c'est en complément de... Oui, en complément de la brosse à dents, ouais, très clairement. Ouais. Pour soigner les infections, il y a donc des soins, on l'a vu. Pour corriger une occlusion, comment ça se passe du coup? Alors là, c'est vraiment mon domaine pour le coup. Pour corriger une occlusion, encore une fois, il y a différents types de malocclusions. On va dire qu'il y a les malocclusions qui sont initialement dues à des défauts des mâchoires. Là, je parle vraiment de l'étage des os des mâchoires qui vont pas être en face. On a des gens qui vont avoir une mâchoire du bas en avant, une mâchoire du bas en arrière. Et donc, quand elle va être en face de la mâchoire du haut, ça va pas se coapter comme on veut, ça va pas s'emboîter comme on veut. Et donc nous, quand les sujets sont jeunes, on va pouvoir les accompagner pour faire grandir les mâchoires ou du moins freiner à l'inverse leur mâchoire pour pouvoir vraiment coordonner le haut avec le bas. Ça, c'est la première chose. Et ça, effectivement, une fois qu'on a deux mâchoires qui sont coordonnées, on a quand même beaucoup moins de chances d'avoir des désordres occlusaux. Ensuite, le désordre occlusal, effectivement, ça va être des dents encombrées, par exemple, avec des incisives qui se montent les unes sur les autres. Ça va être des dents manquantes qui vont entraîner d'autres dents qui vont se déplacer et qui vont venir mal s'emboîter avec celles qui sont en face. Donc tout ça, ce sont les désordres occlusaux. En fonction du désordre occlusal, on va avoir différents appareils. Alors ce que les gens connaissent le plus, ça va être les bagues, tout simplement, qu'on va mettre sur les dents. Alors ça permet de redresser les dents. On va changer les fils. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus de joueurs professionnels d'ailleurs avec des appareils dentaires. Très clairement. Alors là, on a justement nous des braquettes qui sont dits autoligaturants, ce qu'on appelle les BALP, les braquettes autoligaturants passifs. Ça, c'est une génération de braquettes dans lequel le fil va être inséré et le fil est libre à l'intérieur du braquette. Ça entraîne beaucoup moins de douleur pour le patient, ça va être beaucoup plus rapide comme traitement, enfin on va gagner du temps dans le traitement et beaucoup plus propre parce qu'en fait il n'y a pas cet élastique qui vient contraindre le fil sur le braquette et donc il y a beaucoup moins d'accumulation de tartre et de plaques et de saleté. D'où l'intérêt par exemple pour le sportif d'avoir ce type de braquette, c'est qu'en fait il aura une hygiène beaucoup plus facilitée lors du port de ça. Après, aujourd'hui, ce qui est en train vraiment de se développer et moi je le propose aussi énormément, c'est ce qu'on appelle les gouttières d'alignement. Alors il y a vraiment la gouttière d'alignement, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2000. Ça a vraiment révolutionné notre métier. Et là, on a ce qu'on appelle une prédictibilité informatique. C'est-à-dire que le sportif va venir nous voir, il va faire une empreinte des mâchoires. On va voir une malocclusion. Et là, informatiquement, on va pouvoir séquencer l'alignement des dents en plusieurs étapes. Et chaque étape va correspondre à une paire de gouttières. Et donc, sur, par exemple, 6 mois, 1 an et demi, on va donner plusieurs étapes de gouttières aux sportifs qui va pouvoir les porter. Alors, il les porte toute la journée, 22 heures sur 24, il les enlève pour manger ou pour se brosser les dents. Et donc, régulièrement, tous les 15 jours, par exemple, ou 10 jours ou 15 jours, il va changer d'étape et petit à petit, les dents vont s'aligner. L'avantage, c'est que comme on a déjà prévu informatiquement cet alignement, l'alignement est très sécure et contrôlé, quoi. On sait où on va. Par contre, effectivement, il faut une vraie collaboration du sportif. Il faut qu'il soit très sérieux sur le port de ses gouttières. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les perdre. Donc des fois, les discussions que j'ai avec des sportifs, c'est aujourd'hui,
t'es en étape de ta carrière où tu as peut-être moins de temps qu'il y a quelques temps, ou alors tu as plus de temps aujourd'hui que dans quelques années, où tu vas prendre un certain niveau d'intensité dans ton emploi du temps et dans tes performances. Peut-être que c'est le bon moment de le faire, ça c'est évident, mais est-ce que tu penses que les gouttières vont être adaptées à ton rythme, ou ça sera mieux les bagues, parce que les bagues, par contre, tu n'auras rien à faire. Voilà, donc ça c'est une vraie discussion qu'on a avec les jeunes sportifs, voire leurs parents, voire aussi les médecins du sport, etc. Est-ce que l'individu à ce moment-là de sa performance, enfin de sa vie de sportif, va être capable de tenir un traitement avec des gouttières parce que ça a de gros avantages, ou alors il va plutôt préférer les bagues parce qu'il aura moins de choses à faire, il a juste à venir régulièrement et on adapte. Voilà. Donc les gouttières vont serrer en fait au fur et à mesure, vont déplacer les dents. Elles vont déplacer les dents vers une position sur lesquelles elles ont été moulées. C'est-à-dire que voilà, les gouttières, il faut imaginer que c'est comme des moules. Quand vous mettez une gouttière, vous mettez jamais une gouttière qui est adaptée exactement à vos dents. Vous mettez la gouttière de l'étape prochaine. Donc nécessairement, les dents, quand on va emboîter cette gouttière, ça va amener la dent à se mettre en accord avec la gouttière. Et donc ainsi de suite. Et au bout de 10-15 jours, on considère que la dent est allée là où on voulait. C'est pour ça qu'on peut enlever cette gouttière et en mettre une nouvelle, et ainsi de suite. C'est douloureux ? Alors c'est douloureux, non. Moi, j'ai vraiment pas de. Au contraire. Alors nous, après, ça dépend un peu de notre travail. Hein. Nous, c'est notre travail avec l'expérience qu'on a. Ben, on va faire ce qu'on appelle du staging, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs étapes. On va peut-être multiplier les étapes pour que justement les mouvements soient très doux et qu'on puisse ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de sensations, et adapter aussi les mouvements en fonction des types de malpositions qu'il y a. Et ça, c'est vrai que là, l'orthodontiste a tout son rôle là-dessus. Vous disiez, on les retire pour manger, oui, pour se brosser les dents. Oui. Est-ce qu'on peut s'entraîner et jouer avec ? Alors oui, de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. J'en parlais justement avec des joueurs de la Roca Team. Il y en a qui le gardent, il y en a qui le gardent pas. Et ceux qui le gardent me disent qu'ils sont très très bien avec, parce qu'ils se sentent. Ça les gêne pas ? Non, pas du tout, parce qu'ils se sentent presque, alors à la fois protégés. Ça, c'est le petit avantage, on va dire, subsidiaire. Mais aussi, de toute façon, c'est des gouttières qui portent normalement lors de leur traitement 22 heures sur 24. Donc le fait de les enlever pendant qu'ils jouent, au contraire, ça crée un déséquilibre. Donc le fait de les garder. Moi, ils me disent non, je me sens bien avec mes gouttières, je fais ça, et donc dans plusieurs sports, on se rend compte que les gouttières d'alignement sont très très bien acceptées par le sportif. J'ai aussi un pilote de rallye qui avait des gouttières pendant un rallye, donc c'est un moment où il serre les dents très fort, etc. Et il me disait que il se sentait presque plus concentré parce que ça le détendait de mordre sur les gouttières. Donc c'est spécifique à chaque sportif, mais c'était rigolo de voir que voilà, il me disait qu'il se sentait mieux que ça, et effectivement il avait des résultats qui étaient très intéressants avec ça. Voilà. Donc en mars 2011, pour le journal El País, Edinson Cavani, je pense que ça va vous parler, sûr. Vous aimez le football, confiait quelque chose d'intéressant. Il disait: quand j'avais 14 ans, j'avais des douleurs aux jambes, des difficultés pour courir. On m'a dit que c'était des problèmes liés à la croissance. Mais en Italie, quand il est arrivé à Naples, je pense, ou peut-être à Palerme, j'ai découvert que ces problèmes étaient liés aux dents. Avec l'appareil dentaire, je me suis senti tout de suite plus fort et je me suis amélioré dans mes réflexes. La question se pose du coup maintenant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dentiste dans les clubs ? C'est une grande question. Je crois que c'est quelque chose qui doit être vraiment aujourd'hui mis en discussion, parce que moi je le vois avec des sportifs que je soigne, qui sont des jeunes sportifs qui sont en train d'évoluer dans leur carrière. On se rend compte des vrais avantages qu'ils ont pour ceux qui font des traitements, par exemple, notamment d'orthodontie, qui vont rééquilibrer leur occlusion, etc. On voit tout de suite qu'ils se sentent mieux, quoi. Vous voyez, vraiment, effectivement, on a cet avantage-là. Et donc, moi aujourd'hui, je fais partie d'une équipe de pluridisciplinaire au sein d'un club, mais je pense que tous les clubs devraient aujourd'hui intégrer des dentistes, des orthodontistes dans leur équipe, parce que ça peut. On l'a vu aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie intégrante du suivi d'un sportif, quoi. Mais d'autant plus, quand on regarde les staffs des équipes professionnelles aujourd'hui. Ouais. Enfin. Ah non, il y en a pas. Ils sont tous là. Mais surtout, tous les autres sont là. C'est-à-dire qu'il y a un podologue,
dédié au club. Il y a un kiné, un ostéo dédié au club. On trouve des psychologues, on trouve des nutritionnistes, tous dédiés au club. Il n'en manque qu'un seul, c'est le dentiste. Non, mais vous avez entièrement raison. Et je reprends la phrase de Sophie Cantamessa, qui est donc fait partie de cette association européenne du sport, et elle dit chaque club sportif devrait avoir un partenariat étroit avec un dentiste du sport, garantissant ainsi que ces athlètes bénéficient d'une prise en charge complète qui optimise leur potentiel. Je crois qu'avec cette phrase, elle a tout dit. Aujourd'hui, avec les investissements qui sont faits sur les joueurs, on a vu la minutie avec laquelle on suit les joueurs au niveau de leur santé globale, on ne peut pas passer à côté de la dentisterie. Et donc, le fait qu'il y ait des dentistes et des orthodontistes qui soient partie intégrante du staff médical, moi, ça me semble très, très important, quoi. C'est clair. Ça, c'est clair. Vous parliez de l'importance de la prévention. Depuis le temps que vous faites ce métier, est-ce que vous sentez que ça évolue, que vous aviez peut-être un peu moins de prévention à faire et que chez les sportifs, il y a un peu plus de conscience là-dessus? Oui, malgré tout, oui, clairement. C'est vrai que on voit qu'on vit une époque où la communication est plus facile. Je veux dire, il y a des réseaux sociaux, il y a des supports, il y a beaucoup de, il y a des podcasts. Donc voilà, il y a beaucoup de supports sur lesquels on peut communiquer sur la prévention dentaire. Et c'est vrai que moi je suis pas non plus trop âgé, mais je veux dire, à mon échelle, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression que les messages de prévention dentaire, d'hygiène, etc., étaient peut-être un peu moins accessibles. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que il y a vraiment cette facilité d'accès à l'information. On sait très rapidement que ne pas se brosser les dents peut avoir des conséquences, etc., etc. Et donc les sportifs en profitent aussi. Donc on a quand même des sportifs qui... Et moi, je vois que les sportifs qui font le plus attention à eux ont vraiment conscience de l'importance des dents, quoi. C'est vrai que je me rends compte que voilà, ils prennent les dents en compte aussi bien que d'autres éléments comme les semelles pour les pieds, voilà, tout ça. Donc oui. Est-ce qu'il y a encore des territoires inexplorés dans votre métier? Ah, clairement, il y en a plein. Quelles questions vous vous posez? Il y en a beaucoup. Par exemple, on en a parlé aujourd'hui, les gouttières. Quel type de gouttière pourrait vraiment être efficace? C'est-à-dire, quelle épaisseur il faudrait pour que ça ait vraiment une bonne, à la fois un bon équilibre occlusal, mais en même temps que ça protège. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de mettre, par exemple, des gouttières un peu plus fines, pour pas que ça soit trop gênant pour le sportif. Mais en même temps, est-ce que c'est assez protecteur pour les commotions cérébrales, comme on a dit, si elles sont plus fines? Donc ça, c'est quelque chose qui est génial. C'est des études qu'il va falloir qu'on fasse, sur lesquelles on va devoir réfléchir. Ensuite... je pense que tous les liens qui existent entre l'inflammation, les difficultés de cicatrisation musculaire, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a mis le doigt, mais plutôt assez récemment, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer, parce que les conséquences sont peut-être beaucoup plus vastes que celles qu'on peut imaginer aujourd'hui. Simplement les tendinopathies, les difficultés de cicatrisation, etc. Il y a peut-être d'autres choses, notamment articulaires. Il peut y avoir ensuite il y a par exemple la psychologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le sport de la psychologie. C'est vrai que des problèmes dentaires, c'est des douleurs, c'est l'angoisse du dentiste, c'est des rendez-vous qui peuvent être pris avec de l'appréhension. Ça peut jouer sur la psychologie du joueur, ça peut jouer sur son mental. Est-ce qu'après il va avoir les mêmes capacités pour faire des performances? Ça, c'est la question. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est très intéressant de penser à ça. Donc là, on a des choses à explorer qui sont très, très intéressantes dans notre giron, quoi. Une dernière question, Frédéric. Est-ce que l'avenir, c'est l'intelligence artificielle? Alors moi, oui, j'y crois énormément. Pourquoi? Parce que par exemple, au sein de mon métier, on parlait tout à l'heure des gouttières, tout est fait aujourd'hui, enfin une grosse partie est faite par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi quand je vais préparer un traitement d'alignement dentaire, je vais utiliser l'intelligence artificielle en partie
pour préparer l'alignement des dents et faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, le séquençage, etc., le staging. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a toujours un petit peu d'intelligence naturelle qui est nécessaire. C'est-à-dire que moi, de par mon expérience, des fois, je me rends compte que l'intelligence artificielle, elle est sympa, elle a fait l'alignement, mais elle n'a pas mes années d'expérience. Donc, elle ne va pas faire le mouvement tel que dans la vraie vie, ça va pouvoir se faire. Et donc là, je vais modifier, je vais lui indiquer que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut peut-être faire 2 étapes de plus avec un mouvement dentaire dans une autre direction pour arriver à autre chose. Parce que moi, je sais que sur certaines personnes, ça peut leur faire mal et ça peut les gêner. Ça, l'intelligence artificielle n'est pas au courant. Donc l'intelligence artificielle, moi, je dis oui et je dis complémentaire de l'intelligence naturelle. Voilà. C'est donc pas demain qu'on aura des robots qui nous soigneront les dents. Je pense pas en totalité. On sera quand même encore là pour accompagner et c'est notre plaisir. Notre plaisir, c'est aussi de s'occuper de sportifs, de s'occuper de nos patients. Et moi, je crois que un de mes moteurs dans mon exercice, c'est l'admiration que j'ai pour ces sportifs, parce que c'est des gens qui sont dévoués à 200% dans leur activité. Et moi, à mon niveau, voilà, je vais être admiratif de ces gens-là et ça va me donner envie de m'occuper d'eux. Donc j'ai pas trop envie de laisser ma place à l'intelligence artificielle. J'ai envie de garder un petit peu de place pour moi, quoi. Merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu présent pour cet épisode. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre bienveillance et toutes vos questions qui étaient super. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Invisibles. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. À bientôt.